Jean-Baptiste Djebbari, bonjour. Bonjour à vous. Anne Hidalgo veut réduire les taxes sur l'essence. Alors on n'attendait pas forcément ça d'elle, mais en ces temps de flambée du prix de l'énergie, est-ce que c'est une bonne idée pour défendre le pouvoir d'achat ? Disons qu'Anne Hidalgo se cherche une cohérence sur ces sujets automobiles, puisqu'elle veut à la fois interdire les véhicules en centre-ville et baisser le prix de l'essence. Elle veut baisser la vitesse à 110 km/h sur autoroute, et on voit bien que tout ça relève d'une politique un peu improvisée, si je puis dire les choses. Après, sur le fond du sujet, le sujet sérieux est l'augmentation des prix de l'énergie. Est-ce que vous pouvez rester les bras croisés ? Non, mais d'abord, on ne parle pas d'une augmentation de même nature que celle que nous avons subie, que nous subissons sur le gaz et l'électricité, par exemple, pour lequel nous mettons en place des mécanismes très précis, mais avec des augmentations à 2 chiffres sur l'année, avec un contrôle du prix des gaz, un blocage du prix des gaz, avec un contrôle du prix de l'électricité. Là, on est évidemment vigilant sur ce sujet des carburants automobiles. Pour l'instant, la hausse, elle est certes présente, elle est dans des proportions que nous avons déjà connues. Je rappelle aussi que ce que nous avons intérêt à faire, à ce que nous menons, c'est la sortie des véhicules thermiques et donc la transition vers notamment les véhicules électriques. Mais nous serons vigilants, il y a un débat budgétaire, nous serons vigilants sur ce sujet comme sur tous les autres, bien sûr. Alors justement, taxer les énergies fossiles, tous les économistes expliquent que c'est l'un des meilleurs moyens de provoquer cette transition vers des énergies qui ne contribuent pas au réchauffement climatique. Mais quand le gouvernement a voulu mettre en place une taxe carbone à la pompe, ça a déclenché le mouvement des gilets jaunes. On n'est pas prêt de la ressusciter, cette taxe carbone ? Non, mais je pense que la taxe, c'est évidemment un moyen pour faire la transition énergétique. Mais si on prend les voitures, on a besoin de quoi pour faire la transition du parc automobile ? On a besoin à la fois de voitures, de nouvelles voitures, et il nous faut une offre française et européenne, ce qu'on n'avait pas encore tout à fait il y a quelques années. Vous avez vu à quel point les constructeurs ont accéléré leur développement. Il nous faut des bornes de recharge, et nous en développons, et puis il nous faut un cadre de régulation. Un cadre de régulation qui peut évidemment contenir des éléments sur la fiscalité, puisque dans le temps long, si nous sortons de l'ère fossile et que nous avons aujourd'hui, ce qui est une réalité, une fiscalité qui est assise sur des produits fossiles, il faudra aussi faire la transition. Donc il n'est pas exclu qu'elle revienne, cette taxe, mais quand on aura suffisamment développé en tout cas, la priorité de la priorité. Type de motorisation, par exemple. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on était à 1% de véhicules vendus électriques en 2017. On est aujourd'hui, à ce stade, à 17%. Et les gens n'achètent pas parce qu'il y a une taxe carbone ou parce que le prix augmente. Les gens achètent parce qu'il y a une offre, parce qu'il y a des bornes, qu'ils savent qu'il y a des bornes, et parce qu'il y a des aides. Et les aides, elles sont importantes. On le disait en Ile-de-France, c'est plus de 19 000 € quand vous cumulez les aides des différentes collectivités. Donc c'est pour ça que les gens achètent des véhicules électriques, pas parce qu'ils savent qu'il y a une taxe carbone. Alors pour rouler sans émission avec des voitures électriques ou des trains ou peut-être demain des avions à hydrogène, il faut une source d'énergie renouvelable et du nucléaire. Or nos centrales atomiques, elles sont vieillissantes. Emmanuel Macron était plutôt discret sur le sujet jusqu'ici. Est-ce qu'il faut qu'il annonce maintenant, avant la fin du quinquennat, de nouvelles centrales nucléaires ? D'abord, deux choses. On va consommer beaucoup plus d'électricité dans le futur qu'aujourd'hui. Et pour les transports, c'est très démonstratif. Aujourd'hui, on consomme environ 10 TWh d'électricité pour les transports. Ce sera x4 en 2035, x18 en 2050. Donc c'est massif. On ne va pas tout faire à l'éolien. Donc il faut de l'énergie bas carbone. L'énergie bas carbone, c'est quoi ? C'est soit effectivement des énergies renouvelables, éoliennes et champs solaires, et on en a, et on en aura besoin. Le sujet, c'est de savoir comment. Et il nous faut aussi du nucléaire, puisqu'aujourd'hui, c'est la majeure partie, c'est 70%, un peu plus, de notre énergie électrique. Donc il nous faut du nucléaire, mais pas le nucléaire tel que nous le connaissons, le nouveau nucléaire aussi, soit sur des grands ensembles, soit sur du nucléaire plus modulaire. Puis il faut investir dans la future génération de nucléaire aussi. Enfin, on est aujourd'hui Est-ce dans qu'il faut la fission. l'annoncer là maintenant, avant la fin du mandat, de nouveaux réacteurs, pour que les choses soient claires ? En fait, moi je pars de la finalité. La finalité, elle est environnementale. Et moi, je vous ai donné des chiffres pour les transports à horizon 2050. Donc si on veut être en 2050, là où je vous ai dit que nous devions être pour les transports, on sait très bien qu'il nous faudra plus d'électricité dans le temps. Et donc ça veut dire effectivement, regarder comment on réinvestit dans un certain nombre de centrales, comment on en prolonge la vie, comment, ou en complément, comment nous réinvestissons dans les nouveaux ensembles dits EPR. C'est tout ce travail-là que nous devons faire, mais pas pour rouvrir un champ sur le nucléaire ou rouvrir des centrales ou ouvrir de nouvelles centrales, mais pour être au rendez-vous de nos objectifs environnementaux que nous sommes fixés et que d'ailleurs le monde s'est fixé. Le plan d'investissement de 30 milliards qui doit être annoncé la semaine prochaine, est-ce que ça peut être la bonne occasion de faire ces annonces ? Alors sur le plan d'investissement de 30 milliards, il y a une partie transport et il y a une partie énergie, et ce sont des sujets, oui, qui sont débattus. Le plan d'investissement, il vise à préfigurer ce que sera la France en 2030, et donc à accélérer les innovations qui sont aujourd'hui à des stades de maturité peu avancés et qui constituent des solutions pour demain. Donc c'est vrai, des bornes électriques pour aider au déploiement des véhicules électriques, c'est vrai évidemment dans l'aviation de l'aviation verte,
peut-être qu'on en rediscutera. Et c'est vrai évidemment dans l'énergie, autour de ces deux grands ensembles que sont le développement des énergies renouvelables d'un côté et la poursuite d'une politique indépendante, stratégique française autour du nucléaire. Vous y avez fait allusion, l'avion, l'hydrogène, c'est quelque chose auquel vous croyez beaucoup. Il peut y avoir une filière française qui se développe autour de cette idée? D'abord, il y a une filière française qui se développe et qui est très compétente autour de l'hydrogène en général. Et ensuite, l'aviation, peut-être deux temps. Le temps de maintenant, c'est essentiellement les biocarburants, donc les carburants alternatifs au kérosène. On a fait encore voler la semaine dernière chez Air France un avion avec 30% de carburant issu d'huile usagée. Et puis dans un second temps, c'est les avions électriques, hybrides et à hydrogène. Et toute la filière française industrielle, qui est d'envergure mondiale, comme vous le savez, y travaille. On a beaucoup parlé ces derniers temps des pénuries de chauffeurs routiers au Royaume-Uni. Alors on a vu les images de stations-service prises d'assaut, des rayons vides dans les supermarchés. En France, la Fédération des transporteurs routiers parle de 40 à 50 000 chauffeurs manquants, alors que le chômage est au plus bas. On a des chiffres très encourageants ce matin. Comment ça s'explique cette pénurie et qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vrai d'abord sur ce chiffre est tout à fait vrai sur les chauffeurs routiers. C'est vrai aussi d'ailleurs sur les conducteurs de cars, notamment cars de transport scolaire, avec des amplitudes qui sont importantes. Ce qui est fait au niveau français, d'abord c'est d'amortir les effets de la crise, et nous l'avons fait pour le secteur routier comme pour beaucoup d'autres, mais ça a permis quand même de maintenir, notamment s'agissant de la logistique, tout à fait essentielle dans la crise, les activités d'un très grand nombre d'entreprises. On a 40 000 entreprises de transport routier de marchandises en France. Et puis, deuxièmement, on voit que fleurissent un peu partout. J'étais dans le Limousin il y a quelques semaines avec des chauffeurs routiers qui se sont fédérés, et ça existe maintenant dans plusieurs parties du territoire, qui se fédèrent pour mieux détecter les jeunes, les former, les accompagner, y compris dans les moments de leur vie extra-professionnelle, pour justement les fidéliser. Parce que le vrai sujet, c'est que les jeunes viennent, souvent, il ne reste pas beaucoup. Et il y a évidemment un investissement quand vous leur faites passer le permis poids lourd et que derrière, il ne reste pas toujours. Donc c'est aussi cet enjeu-là, pour les fidéliser, que de mieux les accompagner dans le champ de la vie professionnelle et personnelle. Donc formation d'un côté, mais est-ce qu'il faut aussi que les employeurs du transport routier fassent un effort sur les salaires, comme on est en train de le voir dans l'hôtellerie, la restauration? Est-ce qu'ils peuvent faire un effort sur les salaires? Vous avez raison, formation. Toutes les situations financières des entreprises ne sont pas les mêmes, évidemment. Vous avez des transporteurs routiers qui ont plutôt bien survécu dans la crise et qui ont des capacités financières. Et donc là, à l'échelle de l'entreprise, les choses doivent se négocier. Vous en avez d'autres qui sont en difficulté. Et par ailleurs, ce qu'on a engagé au niveau européen qu'il faut poursuivre, c'est mettre fin à cette concurrence intra-européenne, à ce dumping social et fiscal qui s'est exercé souvent en intra-européen au détriment de notre pavillon national. Donc on a déjà voté ce qu'on appelle le paquet mobilité qui permet vraiment de poser des garanties et des protections pour nos transporteurs routiers. Et typiquement, on sera vraiment attentif à ce que les obligations ou les restrictions de cabotage, à ce que le repos en cabine soit bien exercé conformément au droit, ce qui protège là aussi nos transporteurs routiers et donc ce qui leur permette de retrouver des marges de manœuvre financières dans le temps moyen. Île-de-France Mobilité, pilotée par Valérie Pécresse, a annoncé la semaine dernière qu'elle suspendait ses versements à la RATP et à la SNCF. L'organisme réclame à l'État 1,3 milliard d'euros pour compenser la perte de trafic, donc de recettes dans les transports en commun en Île-de-France qui découlent des confinements et puis maintenant de tout ce qui concerne le télétravail. Vous en êtes où depuis cette annonce? Bon, d'abord, chaque année, Valérie Pécresse nous fait cette demande. Et quand je dis demande, je la sortis de guillemets, l'État a été au rendez-vous. L'année dernière, c'est plus de 2 milliards d'euros qui a été consenti en remboursement aux collectivités. C'est 1,6 milliard pour la seule région Île-de-France. Et pour dire les choses, on a compensé la fiscalité perdue et on a abondé en trésorerie, on a fait des avances de trésorerie à toutes les collectivités pour pallier ce qu'on a appelé les baisses de recettes, c'est-à-dire les baisses de vente de tickets notamment et d'abonnements. On a un sujet beaucoup plus structurel sur cette demande. Le sujet, c'est que le modèle économique des transports en commun est en train de muter. On a une part du télétravail qui est beaucoup plus importante et durable. On a la part des visioconférences qui, évidemment, s'est installée. Et on voit bien que, y compris en Île-de-France, on n'a pas 100% des passagers de 2019 qui reviennent. Donc ça pose... Ça ne reviendra jamais, sans doute ou... Non, si, je pense que ça reviendra, mais ça prendra quelques temps. Et c'est ce que je dis est vrai aussi pour le TGV, est vrai pour l'avion. Donc qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion? On en tire comme conclusion que, il faut préserver le modèle économique, et y compris l'adapter. On a 2 angles pour l'adapter, il y a la fiscalité et la tarification des billets. Et puis surtout, il faut être dans un
jeu partenarial. L'État a rempli pleinement sa part. Et en Ile-de-France, vous avez à la fois effectivement des difficultés conjoncturelles, des plans d'investissement extraordinairement ambitieux pour renouveler les matériels roulants, pour faire le Grand Paris. Et donc on est dans un moment où on dépense beaucoup d'argent. Il faut d'abord que les projets sortent et ensuite qu'on ait des discussions qui soient apaisées. Donc vous lui dites quoi, Valérie Pécresse? Il faut débloquer cette somme ou alors on va discuter? On a discuté, on s'est rencontrés autour du Premier ministre il y a quelques temps. Donc les choses, dans le cadre du projet de loi de finances, vont avancer. Je dis juste qu'il faut aborder ce sujet avec beaucoup de sérieux et de responsabilité. Ce sont des grosses sommes financières. In fine, c'est l'argent des contribuables et donc notre argent à tous. Et je pense qu'il faut l'aborder sous un angle peut-être moins politique que celui qui est utilisé actuellement par Mme Pécresse. Justement, de façon générale, est-ce que le contribuable doit craindre d'être à nouveau appelé à la rescousse, alors de la RATP, de la SNCF, d'Air France? Ce qu'on a essayé de faire, c'est que, et sur tous les champs que vous évoquez, d'abord, on a mobilisé beaucoup de moyens publics, mais on a essayé de ne pas caler sur les investissements. La SNCF, il aurait été facile de dire, finalement, on ne reprend pas la dette, les 35 milliards, et nous le faisons. On aurait pu dire, on investit moins dans le réseau, et nous maintenons un très haut niveau d'investissement, parce que nous croyons que c'est absolument nécessaire pour continuer de développer le ferroviaire. Air France, nous avons fait en sorte que la compagnie survive à la crise et puisse se relancer dans ce moment de redémarrage. Et nous avons calé les dispositifs de soutien en fonction des prévisions de trafic. Moi, j'ai appris à être humble en la matière. Aujourd'hui, je constate que d'abord, si on prend l'exemple d'Air France KLM, fait plutôt mieux que ses adversaires et concurrents européens notamment, et que le groupe est géré par des dirigeants qui sont particulièrement attentifs au redressement financier de l'entreprise. Alors on est à 6 mois de la présidentielle, Éric Zemmour grimpe dans les sondages. Une première enquête d'opinion le donne qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron. Comment est-ce que la majorité peut endiguer ce phénomène? Est-ce qu'il faut aller au combat? Est-ce qu'il faut le traiter par l'ignorance? Moi j'ai débattu avec Éric Zemmour sur CNews il y a quelques mois. Donc on peut débattre avec Éric Zemmour, on peut être en désaccord surtout avec Éric Zemmour. C'est un bon débatteur, il y a évidemment... Mais débattre avec un polémiste et un quasi-candidat qu'on donne maintenant en deuxième position, c'est pas exactement la même chose? Déjà à l'époque, le nom Zemmour frémissait. Donc le sujet, c'est qu'il y a un mérite avec Zemmour, c'est d'afficher très clairement sa vision et son projet pour la France. Celui d'un nationalisme exacerbé, ethnoculturel, une forme de messianisme aussi, assez largement dénué des solutions. Donc c'est évidemment plus compliqué d'être dans la modération, telle que nous le sommes. Il est dans l'excès sur beaucoup de sujets. Moi, je pense qu'il faut débattre avec lui, évidemment. C'est ça la ligne pour vous, rester dans le raisonnable et le modéré? C'est compliqué. C'est pas la ligne. C'est que fondamentalement, nous faisons des choses qui sont radicales. On parlait de la transition automobile. Je peux vous garantir que poser la question aux constructeurs automobiles, ils vous diront qu'ils connaissent une accélération qu'ils n'ont jamais connue depuis l'histoire de l'automobile. Donc certaines ruptures sont radicales et nous les accompagnons parce qu'elles sont utiles. Éric Zemmour, il n'a qu'un seul sujet qui est le nationalisme d'une France qu'il a très largement fantasmé autour des sujets ethnoculturels. Et il ramène chacun. Il ramène chacun, oui, parce que il ramène chacun à ses frustrations, à ses discriminations vécues, quand il vous parle des prénoms, quand il vous parle de la couleur de peau, de la religion. Et donc chacun peut se retrouver dans des frustrations. Seulement, la France, son projet, ce n'est pas d'additionner ses frustrations individuelles. Et c'est son ressort essentiel sur le plan rhétorique. Donc moi, je conteste ça. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de Français ne se retrouvent pas là-dedans. Moi, quand je vais partout dans le territoire, on ne me parle pas vraiment, on me parle de la France, de l'Europe, de la puissance de la France à l'international, du chômage, de l'industrie, de son redressement. On me parle peu des prénoms, si vous voyez ce que je veux dire. Édouard Philippe va créer son parti ce week-end au Havre. Est-ce que son initiative va élargir la majorité ou est-ce qu'elle risque de la diviser? Il l'a construit comme ça, pour s'additionner et non se diviser. Il y a quand même beaucoup de méfiance dans toute une partie de la majorité. Non, mais moi j'ai vu Édouard Philippe il y a quelques semaines maintenant, un week-end au Havre. On a discuté très, très longuement de tout cela. Il conçoit ce parti, ce mouvement, son initiative comme étant un complément utile à la majorité. Il a dit sa loyauté au président de la République de façon extraordinairement claire sur une chaîne il y a quelques semaines. Donc je crois que les choses sont dites et sont claires. Et Édouard Philippe a évidemment beaucoup de talent et peut l'apporter à la majorité. Merci beaucoup Jean-Baptiste Albary.